Dimanche 16 avril 2023, merci de choisir la RTG pour vous informer les titres du journal. La Guinée bénéficie d'un prêt de plus de 80 millions de dollars de la Banque mondiale. Ce fonds sera orienté vers le projet de gouvernance locale dans sa deuxième phase. Et puis le projet de rénovation et de construction des écoles est en cours au ministère de l'Enseignement technique. L'école normale des instituteurs de la baie vient d'être inaugurée par le ministre de tutelle et d'autres travaux sont en cours de réalisation dans la localité. En Haute-Guinée, en Guinée forestière, les femmes ont de moins en moins accès à la terre. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la plateforme Créativité et Développement. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération existants entre la République de Guinée et la République sœur du Rwanda, son Excellence M. Paul Kagame, président de la République rwandaise, effectuera à partir de lundi 17 avril 2023 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Cette arrivée initialement prévue le 16 a été reportée au 17 avril 2023 en raison de contraintes de dernière minute. En ce sens, le président de la transition, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, accueillera son homologue rwandais à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré le 17 avril 2023. Sont conviés à prendre part à l'accueil prévu le lundi 17 avril 2023 à 20h30 à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré les personnalités ci-après. Le président du Conseil national de la transition, le premier président de la Cour suprême, le président de la Cour des comptes, le président de la Haute Autorité de la communication, le grand chancelier des ordres nationaux du mérite, le premier ministre chef du gouvernement, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre directeur du cabinet de la présidence de la République, les membres du gouvernement, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, les chefs des états-majors des armées de terre, marine et de l'air, les directeurs généraux de la police nationale, de la douane et des conservateurs de la nature, les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales accréditées en République de Guinée, la gouverneure de la ville de Conakry. Conakry le 16 avril 2023, signé le directeur adjoint du protocole d'État, M. Lamine Komara. Le président rwandais Paul Kagame est donc attendu demain lundi pour une visite d'amitié et de travail à Conakry sur invitation du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Il sera question de renforcer davantage la coopération entre nos deux pays. C'est notre édito de ce soir et il est réalisé par Fatoumata Koroma. Son Excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, effectue une visite d'amitié et de travail en République de Guinée les 17 et 18 avril 2023. Le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président du CNRD, est heureux d'accueillir en terre africaine de Guinée son frère et aîné pour célébrer ensemble l'unité africaine et sceller un pacte de fraternité entre les peuples du Rwanda et de la Guinée. Les deux hommes ont plusieurs atomes crochus. Leur vision, leur détermination et la force de leadership qui les meuvent ont transformé leur pays et inspiré le monde entier. Le président Paul Kagame est un bâtisseur et le leader exemplaire du Rwanda moderne. Le colonel Mamadi Doumbouya lui emboîte le pas à en juger par les travaux lancés sur l'ensemble du territoire national, agence d'infrastructures publiques de qualité au bénéfice du peuple de Guinée. Depuis son accession à la présidence, le président Kagame a guidé le Rwanda à travers des défis complexes et a fait preuve d'une résilience inébranlable pour reconstruire une nation déchirée par la tragédie du génocide de 1994. Son leadership a été la clé pour transformer le Rwanda en un pays prospère et florissant. En tant que soldat, mu par le respect de la parole donnée, le président colonel Mamadi Doumbouya a tiré la Guinée des méandres de la division et du détournement de deniers publics pour entamer sans relâche
la construction des infrastructures, améliorer l'éducation et les soins de santé et promouvoir le développement économique. Sous son leadership, la Guinée réalise peu à peu, comme un oiseau qui fait son nid, des progrès impressionnants en termes de développement infrastructurel et l'avènement d'une économie solide et diversifiée avec une croissance économique soutenue et une réduction de la pauvreté. C'est donc deux leaders charismatiques et inspirants qui ont su mobiliser leur peuple autour d'une vision commune de prospérité, d'unité et de réconciliation. Ce lundi 17 et ce mardi 18 avril 2023, c'est donc à l'unisson que le président rwandais, son Excellence, M. Paul Kagame, doit être ovationné et accompagné par les populations de Conakry et périphérie. Le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les membres du CNRD ainsi que le gouvernement entendent graver dans le marbre cette visite historique pleine de symboles, d'amitié et de fraternité entre le Rwanda et la Guinée. À Kankan, un adieu a été rendu à l'ancienne première dame de la République de Guinée ce dimanche, Hadja Djené Kaba Condé. L'hommage était populaire et très solennel. Pour beaucoup de citoyens du Nabaya, la défunte était comme une philanthrope. Sur place, Diamant Kaba et Ali Badara Condé. Kankan Nabaya, la ville natale de Hadja Djené Kaba Condé, fait ses adieux à l'ex-première dame de la République. Beaucoup d'émotions après l'évocation du souvenir de celle qu'on appelait l'espoir des démunis. Un ultime hommage populaire et solennel. Elle nous a dit un jour, c'est une petite histoire, que ma fondation ne doit pas porter mon nom. Vous savez, avant on disait Fondation Koné Djené Kaba. Elle a dit non, un jour je peux disparaître, mais la fondation doit exister. Et c'est pourquoi elle a levé son nom pour maintenir Fondation pour la promotion maternelle et infantile. Et voilà, aujourd'hui, Dieu lui a donné raison. C'est un vide, c'est une perte cruelle. Nous ne pouvons que demander à notre Seigneur de l'accueillir dans son paradis céleste. Et nous lui demandons pardon. Et nous aussi, nous lui avons pardonné. Mais c'est à lui de nous pardonner. Parce qu'elle nous a acceptés malgré nos défauts, malgré nos tares, pendant 10 ans avec elle. Son statut de première dame de la République a marqué les cœurs et les esprits. Au premier plan, Hadja Djené Kaba Condé a placé au cœur de ses préoccupations les enfants et les familles pauvres. 11 ans de règne avec un constant sens du devoir, en remplissant ses fonctions de première dame de la République et présidente de la Fondation Prosmi avec sérieux et bienfaisance. Je suis allé à la Mecque avec ma maman. C'est grâce à Hadja Djené. Elle a aussi soutenu notre ONG en nous remettant des machines. Aujourd'hui, Dieu merci, ce geste a beaucoup changé notre vie. Paix à son âme. Djené a construit des mosquées, des écoles. Elle a aussi financé la formation des leaders religieux au Maroc. Ces dons ont également touché la grande mosquée de Kankan. Tous les ans, Hadja Djené Kaba réaffirmait sa volonté de donner une dimension particulière à son engagement à travers le renforcement des actions humanitaires. Après les dernières prières ici à la grande mosquée de Kankan, le cortège funèbre s'ébrale pour un dernier voyage vers le cimetière de Senkefara, la dernière demeure de Hadja Djené Kaba, une première dame très proche du bas peuple. L'ancienne première dame Hadja Djené Kaba Condé a finalement rejoint sa dernière demeure ce dimanche dans le cimetière de Senkefra à Kankan. Auprès de ses feux parents, la prière a été dirigée par le grand imam de la mosquée Faisal. Nous y reviendrons. Je vous le disais dans les titres, 81 millions de dollars, c'est le montant prêté à la Guinée par la Banque mondiale à l'occasion des assemblées de printemps à Washington. Cette enveloppe financière sera orientée vers le projet de gouvernance locale dans sa deuxième phase. Au-delà des questions liées à la mise en œuvre du programme de référence intérimaire 2022-2025 et les questions de politique monétaire ont été abordées. Mamadi Gassama, compte rendu.
C'est un bond en avant pour la Guinée. À travers cette signature d'accord de prêt, la Banque mondiale réitère son engagement à accompagner la Guinée dans son élan de développement. L'enveloppe financière qui s'élève à 81 millions de dollars est destinée pour appuyer le projet de gouvernance locale dans sa phase 2. L'événement se tient en marge des assemblées de printemps du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. À la suite de l'immersion gouvernementale sur le territoire, une immersion initiée par le président de la transition qui fut une première en Guinée, nous avons constaté que les collectivités, les administrations décentralisées n'ont pas suffisamment d'outils pour faire face au développement local. Et c'est en cela que ce financement additionnel qui arrive à point nommé devrait pouvoir les aider à améliorer leurs capacités, leurs performances, mais aussi surtout à faire face au développement de leur territoire. Il vient renforcer les acquis, mais en même temps contribuer à planir les défis qui restent. Et c'est extrêmement important dans ce contexte de crise qu'on soutienne des initiatives à la base et qu'on permette aux populations, quel que soit le lieu d'habitation, d'avoir les moyens pour être plus résilients, mais de manière plus large, de créer les conditions pour un développement à la base qui est une condition essentielle pour la prospérité partagée. Ces assemblées de printemps sont mises à contribution également pour convaincre les bailleurs afin qu'ils élargissent leur champ d'action à travers la prise en compte du programme de référence intérimaire. La question de politique monétaire, l'appréciation du franc guinéen face aux devises étrangères, la maîtrise de l'inflation focalisent également les attentions. Le programme de référence intérimaire est le cas d'intervention de l'État et de ses partenaires sur les axes de développement. C'était l'occasion pour nous d'en discuter avec les partenaires et surtout parler de la mobilisation de ressources essentielles à sa mise en œuvre. Nous avons déjà un engagement prévisionnel de l'État qui est celui de couvrir 60% du budget relatif au programme de référence intérimaire qui s'élève à un coût de 108 000 milliards de francs guinéens. Et le gap de financement doit être mobilisé et cela s'arrime avec un ensemble de campagnes de plaidoyer auprès de ses partenaires. Nous avons reçu un satisfecit de la part du Fonds monétaire international parce que la politique monétaire a permis d'atténuer les effets de l'inflation. Nous avons une inflation, un choc inflationniste aujourd'hui dans le monde entier et en Guinée. Nous n'avons pas été épargnés par ça. Mais on s'en est mieux sorti qu'ailleurs. Et donc, une des raisons, c'est le fait que nous n'avons pas voulu augmenter les taux directeurs. Nous avons opté pour le statu quo monétaire tout au long de l'année 2022 et même de l'année 2023. Pour davantage accroître les opportunités, les rencontres ont été élargies à d'autres partenaires non des moindres. Il s'agit des rencontres avec le directeur du département Afrique du FMI et Shelter Africa. L'appui budgétaire et l'accès des populations aux logements sociaux ont été les principaux sujets débattus. Dans l'actualité, la Banque mondiale, à travers son unité de gestion de renforcement de services et capacités sanitaires, fait don de matériel didactique à la direction du Fonds de développement social et de l'indigence. Son seul objectif, faciliter le travail des agents dans la mise en place d'un registre social unifié en faveur des personnes vulnérables. Younoussa Tawel Kamara nous fait le point. Il s'agit de 200 téléphones smartphones Galaxy et 50 tablettes que la Banque mondiale, à travers son unité de gestion du projet de renforcement des services et capacités sanitaires, offre à la direction du Fonds de développement social et de l'indigence. Des matériels qui viennent s'ajouter aux autres outils pour renforcer les capacités des agents sur le terrain dans le cadre de la mise en place du registre social unifié. Nous remercions le projet de renforcement de capacités sanitaires, l'UGP, l'unité de gestion du projet de renforcement de capacités sanitaires de la Banque mondiale. J'avoue que cela vient à point nommé. Nous venons de boucler le ciblage des ménages pauvres et indigents sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, au niveau du RSU, le registre social unifié, nous disposons de la plus grande base, en tout cas pour développer des programmes d'aide, de protection sociale ou d'assistance sociale dans notre pays, avec nos cadres qui seront déployés ou qui sont sur le terrain, soit les assistants sociaux ou d'autres cadres, services d'appui et services déconcentrés, à la remontée
des images ou des données avec ces smartphones, cela viendra faciliter. Dans son programme de doter le pays d'un registre social plus fiable et inclusif, cette direction du ministère en charge des personnes vulnérables sollicite toujours le soutien des partenaires. C'est pourquoi cette autre assistance de la Banque mondiale. Ces matériels de travail seront répartis très prochainement aux agents qui sont sur le terrain à Conakry et à l'intérieur du pays. Et comme invité de ce journal, mesdames et messieurs, nous recevons le directeur général de l'électricité de Guinée. Avec lui, nous allons parler du délestage constaté hier dans une partie de Conakry. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, hier, une panne technique a plongé une partie de Conakry dans le noir. Quelles sont les raisons? Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une panne technique. Elle est survenue à 23h30. Approximativement. Et moi-même, en tant que directeur général, j'ai fait le déplacement au Dispatching Center pour suivre un peu les manœuvres, voir exactement ce qui s'est passé. Mais heureusement qu'on a pu revenir un peu l'alimentation de Conakry. Et donc, à 0h30 aussi, on a eu un autre problème avec un disjoncteur du poste Mania qui est resté ouvert, qui a refusé de fermer. Et donc, ça a amené tout le système à un déclenchement général. Donc les Chinois et nos équipes ont travaillé ensemble pour pouvoir remettre le réseau en place. Donc vers 2h du matin déjà, tout Conakry, 80% avaient déjà leur départ alimenté. Donc ils sont restés travailler jusqu'à 5h du matin pour pouvoir vraiment corriger ce défaut et remettre Conakry, réalimenter tous les départs de Conakry. Donc grosso modo, c'est une panne majeure qui est arrivée. On appelle sur la 225, la ligne de 225 kV. Donc ça, c'est une panne majeure. Mais nous avons pris toutes les dispositions pour essayer de travailler avec... ce soir-là, d'ailleurs, on a eu une réunion de crise avec voilà, l'ensemble parce que des j'allais en parler. De telles situations ne sont souvent pas comprises par les citoyens. Oui, c'est vrai. Ça, par exemple, ce n'était pas un délestage, ça c'est une panne majeure. Donc cette panne-là a occasionné l'ouverture des disjoncteurs importants du système, c'est-à-dire le niveau de tension au niveau de la 225 kV, c'est-à-dire les lignes périphériques et des choses de Calita. Donc vous savez, c'est Calita réellement qui supporte le réseau à 80%. Donc quand il y a une panne au niveau de Calita, ça affecte tout le système. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais Dieu merci, on est revenu à la normale et aujourd'hui on continue à investiguer parce qu'on a des enregistreurs qui nous dit le défaut, voici réellement le défaut qui est arrivé, parce que c'est en pleine marche, surtout 23h30, la pointe est passée, parce qu'actuellement, il faut se dire que notre pointe est aujourd'hui aux alentours de 530 MW. Donc, ce qui fait que s'il y a un problème au niveau de la pointe, ça entame tout le système. Donc, grosso modo, nous travaillons avec l'équipe de CGK, toujours. Nous sommes en équipe, nous allons travailler ensemble pour réellement redéfinir les mesures prises pour bientôt la rentrée de la saison des pluies. Donc il faut travailler encore plus pour pouvoir vraiment limiter. Donc, mais quand vous voyez les statistiques que nous avons que cette année, d'abord 2023, on n'a eu que 2 déclenchements de ce genre. Mais en si vous prenez les statistiques de 2020, on avait plus de 16 déclenchements l'année. Donc en 2022, on a réussi à ramener à 7 déclenchements, et cette année, on n'a que 2 déclenchements. Donc, si tu prends les statistiques, il y a une certaine... Ça veut dire qu'il y a des avancées. Oui, il y a des avancées, parce que ça demande beaucoup de travail, parce qu'il faut prévenir, il faut savoir que la Guinée aujourd'hui inscrit dans le WAP, c'est-à-dire le West African Power Pool. On fait partie du réseau du West africain, donc ça veut dire qu'on doit continuer à améliorer notre système. Parce que si c'est un déclenchement, si on était interconnecté aux autres pays, ça peut affecter les autres pays. Ouais. Donc nous devons continuer à travailler jusqu'à avoir 0 déclenchement sur le territoire national, ce qui nous permet aussi d'être performants en termes de mesures techniques. Alors, puisque ce sont les populations qui sont en général très touchées par cette panne, que vous ne voulez pas qu'on qualifie de délestage et tout, c'est quoi aujourd'hui le message à l'endroit de cette population qui ne comprend pas forcément, encore une fois, quand de telles situations se posent? Mon message d'abord à la population, c'est d'abord de dire vraiment, nous présenter nos excuses, parce que c'est un dérangement, surtout que c'est le mois saint de Ramadan. Ça a trouvé beaucoup de personnes dans les mosquées en train de prier. C'est un désagrément parce que vraiment personne ne s'attendait à ça. Nous-mêmes, ça nous gêne énormément que ça arrive pendant le mois de Ramadan. Donc c'est de présenter nos excuses
c'est nos clients, c'est nos frères, c'est nos parents, pour dire que vraiment nous prenons toutes les mesures pour éviter ce genre de situation aujourd'hui. Mais par contre aussi d'être indulgent, parce que les pannes techniques sont des pannes techniques, c'est un phénomène qui arrive, mais nous nous battons pour qu'on y ait moins de pannes, pour qu'on puisse avoir un système équilibré, efficient, qui puisse vraiment alimenter la population guinéenne. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, monsieur le directeur. Nous poursuivons cette édition. Des journalistes d'investigation bénéficient d'une séance de renforcement de capacité à l'issue de cette formation. Ces hommes de médias pourront couvrir des événements sensibles comme des élections par exemple. L'initiative est du Centre de formation et de perfectionnement et soutenue par l'UNESCO. Kierno Younoussaba. Au terme de 5 jours de débat sur la problématique des techniques d'investigation, la couverture des élections, la trentaine de participants disposent désormais des outils pour la pratique professionnelle du journalisme. Le fact-checking, un des thèmes débattus nés de la révolution technologique, perçu comme un nouveau genre journalistique, se présente comme un défi pour les hommes de médias. Le fact-checking, c'est un autre genre journalistique qui est apparu dans le monde des médias, qui sert aux journalistes de vérifier l'information. C'est-à-dire que ça ne vous met pas dans ce monde de course vers un scoop par rapport à une nouvelle. Ça vous permet ou ça vous oblige à faire assez de vérifications, à faire beaucoup de recoupement des acteurs ou bien des témoins. Cela vous met à l'abri justement des procédures judiciaires. C'est le centre de formation qui porte ce projet majeur au regard des thématiques débattues, surtout en cette période de transition qui est marquée par les réformes qui impliquent les médias. Nous allons continuer à dérouler notre projet, notre agenda de formation pour que ceux qui ont bénéficié de cette première phase de formation en technique d'investigation, en fact-checking, en couverture des élections, mais aussi en traitement d'informations, soient de véritables formateurs. Pour cela, nous comptons, n'est-ce pas, sur l'appui des autorités à tous les niveaux, des partenaires, parce que justement la formation a un coût. Il faut accompagner cette mouvance. Il y a un véritable problème de formation au niveau des médias. On se rend compte fondamentalement qu'avec ces formations, on peut combler les déficits qui ont consisté jusque-là à voir des journalistes commenter des rumeurs, commenter, faire de la délation et parfois même être victimes de manipulation parce que tout simplement, ils sont fragiles du fait qu'il n'y avait pas cette formation. Le président de la HAC a mis l'accent sur le renforcement de la professionnalisation du secteur de l'information. Je voudrais, pour faire bref, vous féliciter, vous encourager à démultiplier les connaissances acquises et maintenant aller chercher, parce qu'ils vous ont fait porter le titre de formateur. Et vous devez donc aller au-delà du titre pour le devenir, pour le mériter. Et cela vous impose d'aller vers la recherche, tous azimuts. Un journaliste, c'est un homme de culture, ni plus ni moins. Une trousse de sécurité des journalistes est validée. Désormais, des points focaux sont mis en place dans les médias dans le cadre du partenariat entre le centre et les médias. Deuxième grand titre de cette édition à l'enseignement technique. Le projet de rénovation et de construction des écoles est en cours. À l'Abbé, par exemple, le ministre de tutelle a inauguré l'école normale des instituteurs avant de visiter le chantier de rénovation du centre de formation professionnelle. Autre précision importante avec Kierno Ousmane Diallo. Les ovations des élèves maîtres de l'ENI et des apprenants du centre de formation professionnelle de l'ABI. Tous saluent les réformes entreprises pour améliorer leurs conditions d'apprentissage et de vie avec le paiement des bourses d'entretien et la rénovation des salles de classe. Des réformes initiées par le chef de l'État et portées par le ministère en charge de l'enseignement technique et qui ont permis d'équiper et de moderniser les infrastructures. Aujourd'hui, l'ENI et le CFP de l'ABI ont changé de visage à l'issue des travaux de rénovation récemment lancés. Nous avons besoin que tous les acteurs, toutes les parties prenantes s'engagent pour que nous puissions constituer une main-d'œuvre qualifiée. Sans main-d'œuvre qualifiée, on ne peut pas garantir un emploi décent et productif pour nos enfants, surtout dans un pays comme la Guinée qui tend à se développer, qui est en train de se développer.
Il faut qu'on aménage à la fois les compétences, mais aussi qu'on leur offre la possibilité d'occuper des emplois ou de s'auto-employer à travers des ateliers. Donc oui, l'enseignement technique est considéré désormais comme étant une arme contre le chômage, mais aussi l'avenir du développement de la Guinée. La rénovation des écoles d'enseignement technique et le paiement des bourses font partie d'un vaste chantier du ministère en charge de la formation professionnelle pour véritablement revaloriser ce secteur. Pour les bourses d'entretien en particulier, les apprenants sont invités à être assidus, à ne pas redoubler et à respecter le règlement intérieur de l'école. 3 conditions majeures à respecter afin de continuer à percevoir les bourses. Je suis vraiment content d'être aujourd'hui au niveau du CFP et faire une constatation avec monsieur le ministre par rapport à la rénovation, mais par rapport à la déclaration aussi faite vis-à-vis des apprenants, les conditions d'obtention de la bourse et les conditions de perte de la bourse. Et quelques petites remarques qu'il a eu à faire au niveau des enseignants par rapport à la tenue des salles de cours. Ça change beaucoup. Puisqu'avant, on avait des problèmes de matière de formation aux apprenants. Actuellement, on a les outils, l'équipement et la matière première pour la formation. Seulement, ce qui nous retarde, c'est de cette qu'on n'avait pas reçu, qu'on ne nous avait pas rendu les ateliers. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui qu'on nous a rendu les ateliers, les élèves sont là, ils vont bien pratiquer. À Kindia également, le centre de formation professionnelle a changé de visage. Ici, tout comme à l'Abbé, les rénovations portées sur les ateliers et les bureaux, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi entend, à travers ce programme, sortir les écoles d'enseignement technique du cadre insalubre et misérable qui les a longtemps caractérisées. Dans un autre registre, le conseil d'administration de la Chambre des mines vient de se tenir à Conakry. Des questions d'ordre politique ont été abordées, y compris la gestion des opérations menées sur ces différents sites, la construction du futur siège de la dite Chambre, le développement des raffineries et la promotion du contenu local étaient également à l'ordre du jour. Maïmouna Bella Diallo, reportage. C'est une opportunité de partage et de création des conditions de réussite des acteurs du secteur minier. Cette instance de planification réunit les membres du conseil d'administration de la Chambre des mines de Guinée, avec sur la table plusieurs préoccupations d'ordre technique et opérationnel. L'autre question importante que nous avons à discuter avec les services de la douane, c'est l'application du décret relatif non seulement au contenu local, mais au soûtage en mer. Et l'autre sujet important que nous allons discuter, c'est l'ensemble des questions liées au développement des raffineries et en tenant compte, bien entendu, de la question d'accès à l'eau, la question d'accès à l'énergie, les questions de gestion et de traitement des boues rouges dans le cadre de la gestion de l'impact environnemental et social lié à ces raffineries. Parmi les axes prioritaires de la Chambre des mines, le renforcement de l'environnement réglementaire, légal et institutionnel, mais aussi la contribution à des emplois décents et à la formation et la promotion des Guinéens à des postes de responsabilité. Ainsi, l'année 2023 est une année charnière pour relever de grands défis de l'institution patronale des mines. La création de richesse, ce n'est pas seulement le prélèvement des taxes, des redevances et ainsi de suite. La création de richesse, c'est aussi développer une chaîne de valeur qui puisse permettre de garder, par le biais du contenu local, beaucoup de ressources ici. Que les bénéfices restent là, qu'ils soient réinvestis, et également qu'en cas d'extinction d'une société, que les capitaux initiaux ne soient pas encore rapatriés vers les pays des investisseurs, mais que tout reste dans l'économie nationale et dans l'économie réelle. Les éléments de gouvernance également, c'est important. Et l'autre mission maintenant, c'est de contribuer vraiment à professionnaliser le secteur en formant davantage de personnes, en engageant plus de personnes et également en créant plus de conditions de vie décente pour les communautés qui sont autour de nous. Le président Ismaël Diakité conclut en disant que le développement durable et l'application rigoureuse des conventions et des lois en place seront au centre de leurs activités. La rencontre a enregistré l'adhésion de 4 sociétés minières.
Dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire en Guinée, le gouvernement de transition a récemment invité ses ministres à se tourner vers l'agriculture. Cette initiative présidentielle est aujourd'hui suivie et soutenue par plusieurs partenaires de la Guinée, notamment le Programme alimentaire mondial. D'ailleurs, l'institution vient d'offrir un échantillon de semences de riz au ministère du Plan et de la Coopération internationale pour préparer la prochaine campagne agricole. Tabansila. À l'image du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, les membres du gouvernement ont tous réalisé des hectares de riz à travers tout le pays lors de la dernière campagne agricole. Des récoltes qui ont été quasiment transférées au programme alimentaire mondial PAM en vue de servir les cantines scolaires. C'est pourquoi l'institution onusienne vient offrir un échantillon de semences au ministère du Plan et de la Coopération internationale. Le PAM s'est réjoui de l'initiative de M. le Président de la République d'engager son gouvernement à aller au champ. C'est pourquoi, dans nos activités de développement des cantines scolaires, et le PAM actuellement développe une variété de riz à très haut rendement. Une variété de riz Tongilgé et que nous développons en Guinée forestière. Nous avons voulu soutenir l'initiative de M. le Président de la transition et offrir une quantité de semences aux ministres. C'est une façon pour nous de lutter contre l'importation du riz en Guinée et lutter contre la faim. Recevant cet accompagnement du PAM, le chef du cabinet du ministère du Plan et de la Coopération internationale estime qu'au-delà des ministres, tout le personnel devrait accompagner cette initiative. Cette initiative concerne maintenant tout le monde, ce n'est pas seulement les ministres. Les ministres ont commencé, les secrétaires généraux vont les accompagner, les chefs de cabinet. Donc nous allons accompagner notre ministre sur le terrain pour vraiment exploiter ce riz-là, pour que vraiment nos cantines scolaires, parce que l'objectif c'est ça, il faut que nos cantines scolaires soient bien alimentées et que l'insécurité alimentaire soit très réduite dans notre pays. En Guinée, le Programme alimentaire mondial PAM fait de l'alimentation des cantines scolaires un de ses principaux axes d'intervention. À l'image du ministère du Plan et de la Coopération internationale, d'autres départements s'apprêtent aussi à recevoir leurs semences expérimentales pour la prochaine campagne agricole. Et puis cette problématique liée à l'accès des femmes à la terre en Haute-Guinée et en Guinée forestière, le constat est plus que amer. Hier, la plateforme Créativité et Développement a publié les résultats de son étude dans ces deux régions administratives du pays. L'objectif étant de faire des recommandations pour faciliter l'accès de cette couche à la terre, mais aussi mettre fin aux conflits domaniaux dans les zones agricoles et minières. Moussa Koumara. L'accès des femmes aux ressources foncières constitue une problématique majeure en Guinée. Les femmes, surtout celles en milieu rural, n'ont pas le droit ni d'être propriétaires d'un domaine de terre. Elles sont discriminées du fait des croyances religieuses et des pesanteurs socioculturelles. Un constat amer qui vient d'effectuer la plateforme Créativité et Développement dans les régions de Haute et Guinée forestière. Ces cadres d'échange vise à favoriser l'appropriation des résultats de l'étude réalisée en vue d'une meilleure compréhension des contraintes socio-culturelles entravant le droit d'accès sécurisé des femmes aux fonciers en République de Guinée et de contribuer à la stratégie de mise en œuvre des recommandations de l'étude au niveau national pour assurer le droit à un accès sécurisé des femmes aux fonciers dans les réponses foncières en Guinée. Les résultats de l'étude présentée sont séduisants. Les origines des conflits récurrents dans les zones minières et agricoles dans ces deux régions sont connues. Des solutions concrètes sont proposées pour stopper l'inégalité. Je magnifie l'approche parce que c'est important de faire le plaidoyer, de parler sur les questions, mais c'est encore plus important quand c'est basé sur une étude avec des propositions claires, avec des preuves claires de ce que nous allons dire et qui permettent de fonder des recommandations pertinentes. Votre rencontre aujourd'hui sera une nouvelle occasion de proposer des solutions pour permettre à cette importante couche de nos sociétés qui représente plus de la moitié de la population de notre pays d'avoir
accès à un foncier sécurisé. À l'issue des travaux de restitution, des recommandations seront formulées pour être portées au CNT, Conseil national de la transition. L'idée est de voter une loi qui protège et sécurise les droits des femmes dans la gestion des ressources foncières dans notre pays. Lutte contre le coronavirus, le ministère de la Santé, à travers l'ANSS, veut renforcer la couverture vaccinale du pays qui est de 35,8% à date. Avec l'appui de la Banque islamique de développement, ces 5 000 doses de vaccins Novavax ont été réceptionnées hier à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. On fait le point avec Mamadi Ternak Nzoko. Dans la lutte contre le Covid-19, un nouveau type de vaccin fait son entrée en Guinée. Il s'agit du Novavax ou Nivaxovic. Ce vaccin, dont l'efficacité est estimée à 90%, est approuvé depuis 2021 par l'Agence européenne de médicaments. Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement de la Banque islamique de développement BID, 700 000 doses de ce nouveau vaccin sont réceptionnées à l'aéroport de Conakry par le ministère de la Santé à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire. C'est une requête qui nous a été remontée par le gouvernement guinéen à l'effet donc de contrer les effets et les arrière-effets du Covid-19 depuis qu'elle a été à son paroxysme. Donc le budget total du projet, c'est 20 250 000 $, mais qui concerne à la fois les vaccins et tout ce qui est environnement des vaccins. Accompagner le ministère de la Santé dans le cadre de la riposte à cette pandémie constitue un leitmotiv, en tout cas de la Banque islamique de développement dans sa philosophie de lutter contre la pauvreté et restaurer la dignité humaine. Il s'agit du 6e type de vaccin officiellement administré sur le sol guinéen contre le Covid-19. La nouvelle dotation permettra aux autorités guinéennes de renforcer la couverture vaccinale actuellement estimée à 35,8% et de parvenir à une immunité collective. Pour avoir une immunité au niveau du pays, nous sommes fixés des objectifs, notamment pour cette année-ci, atteindre au moins les 40% de la population qui soit vaccinée, et cela va aller donc de façon croissante. C'est dans cette optique donc qu'à travers notre partenariat et la coopération avec la Banque islamique de développement qui nous a bien voulu nous accompagner dans ce sens. Nous avons eu donc ce premier lot de vaccins. Il s'agit de 700 000 doses de vaccins Novaxovid pour la lutte contre la Covid-19 qui sont arrivées. Ce vaccin, le Novacovid que l'on vient de recevoir, a des conditions de conservation qui se rapprochent des vaccins habituels du programme élargi de vaccination. C'est-à-dire qu'ils sont conservés entre 2 et 8 degrés, ce qui fait que le dispositif en matière de logistique, de chaîne de froid, reste parfaitement adapté à ce type de vaccin. L'Agence nationale de sécurité sanitaire veut désormais rendre disponibles les vaccins Covid dans toutes les structures sanitaires du pays. L'objectif est d'introduire ce volet dans la stratégie de vaccination de routine du pays. En plus bref et en image, le condensé de l'actualité nationale, et c'est avec Djamou Kaba. À Cancan, les acteurs de la promotion de la santé étaient récemment en conclave. L'objectif de la rencontre, évaluer le niveau d'avancement des activités sanitaires dans la région et les défis à relever. Une stratégie qui témoigne de l'engagement fort du gouvernement pour améliorer la santé et le bien-être de la population. L'État qui paye les fonctionnaires, nous avons les partenaires techniques et financiers qui nous aident dans la mise en œuvre de nos activités, sans oublier la mise en œuvre du monitorage amélioré qui est effectif dans toute la région, au niveau de tous les districts, et avec l'approche aussi financement basé sur les résultats que nous avons entamé et qui va être élargi aux autres districts. La valorisation du mérite séduit à tous les niveaux. Récemment, la Société informatique de technologie et de business a récompensé ses meilleurs agents pour encourager la promotion des outils innovants. C'était lors d'un dîner gala dans un réceptif hôtelier de la capitale. L'objectif de cette initiative, qui est à sa première édition, est d'exhorter les travailleurs à redoubler davantage d'ardeur pour couvrir le territoire national et créer une saine émulation. Quand on travaille en équipe, il y a des employés, quand on est leader, souvent il faut se mettre au devant des choses, il faut savoir que les gens souffrent. Souvent il faut vraiment les faire des gestes, les prouver vraiment de ce qui se passe pour qu'au moins ils savent vraiment avec qui ils ont affaire.
Parce qu'il y a plein d'entreprises aussi, les gens se mouillent le maillot, mais parfois on ne les reconnaît pas. Et finalement, les personnes, on les perd. Pour maintenir les enseignants contractuels dans les classes, après la réclamation des 5 mois de prestations pédagogiques, des avancées sont enregistrées suite aux démarches menées par le syndicat national des enseignants. Dans les écoles, de nouvelles mesures s'appliquent pour répondre aux préoccupations. Aujourd'hui, des pistes sont aussi évoquées pour assainir le fichier. Un vaste chantier auquel toutes les parties s'attellent pour revaloriser la profession. Le syndicat national de l'éducation, SNE, a apprécié les efforts du comité national du rassemblement pour le développement CNRD, visant à recruter 15 415 enseignants contractuels communaux et la création de la fonction publique locale. Raison pour laquelle il s'est associé à la mission d'évaluation de la situation des enseignants contractuels communaux effectivement en situation de classe après un soupçon de gonflement de liste. Sur un effectif de 18 628 supposés enseignants contractuels communaux sur le terrain, il y a eu 1160 cas de fictifs. C'est-à-dire 1160 qu'on n'a pas trouvé en classe, donc qui n'ont pas été payés. Et ce qui veut dire que nous avons la mission de paye par nous, les inspecteurs des finances ont reversé au trésor public 1,160 milliard. Ce qui veut dire que la mission par endroit a porté fruit. L'association des anciens élèves du lycée 1er mars a mis en place une coordination pour l'organisation des festivités du 63e anniversaire de leur établissement d'origine. Au compte de ces festivités, les anciens élèves de cet établissement ont organisé une lecture du Saint-Coran pour le repos de l'âme de leurs condisciples, mais aussi pour la paix et la cohésion sociale en Guinée, gage de tout développement. Une conférence culturelle a été aussi organisée pour les élèves de l'établissement qui sont candidats aux différents examens nationaux. Je suis chez moi ici. Je me rappelle à 10 ans, à l'âge de 10 ans, j'étais là. Ça fait partie de mon cursus. Ce sont les premiers pas. Et je suis heureux de retrouver mes amis. Et j'espère perpétuer ma présence et permettre aux jeunes étudiants, aux élèves qui sont là, pour qu'ils voient le chemin qu'il faut parcourir afin de se distinguer de par leurs compétences et de leurs talents. Pour que vraiment le 1er mars, qui est une date historique, permette de dire dans le cursus de tout un chacun que de grandes personnalités sortent de ce complexe. Manque d'infrastructures sportives dans le pays, on en parle dans cette édition. De grands événements sportifs sont attendus en Guinée les mois à venir, mais jusqu'ici, des solutions peinent à être trouvées. Les raisons dans ce grand format que nous propose Bintia Kondé. Regardez. La réalisation des infrastructures sportives est l'une des conditions sine qua non pour l'essor des sports dans un pays. De nos jours, la Guinée enregistre plusieurs disciplines sportives nationales. Cependant, le besoin d'installations dignes de nom se fait toujours ressentir et cela freine l'élan des pratiquants dans leurs ambitions de se classer parmi les meilleurs sur l'échiquier continental et mondial. Ce manque criard d'infrastructures est ressenti dans presque toutes les fédérations nationales. Mais le cas qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive reste le football, considéré comme le sport roi. La Guinée, nation de football, n'arrive pas jusque-là à enregistrer un stade approuvé pour recevoir ses matchs à domicile. Situation incompréhensible, car il y a quelques mois, notre pays caressait l'ambition d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec les exigences du cahier de charges assorties de la mise en place de 6 stades aux normes CAF au compte de la grande messe du football africain. Les autorités doivent se mettre à l'œuvre pour que rapidement, à moyen terme, les infrastructures planifiées soient réalisées et ça va nous permettre de ne plus jouer à l'extérieur et que les compétitions puissent être reçues à Conakry devant notre public. Les Guinéens qui ont toujours rempli les travées des stades pour pousser le 11 national à la victoire sont aujourd'hui choqués dans leur fierté face au pays.
dont les stades ont été approuvés par la CAF sur le continent, pour lesquels la Guinée a été une source d'inspiration autrefois. Ça fait vraiment mal de voir que l'équipe nationale ne joue pas à domicile, que voir aujourd'hui que les Syriens ne jouent pas à domicile, ça nous fait tellement mal. Moi, je pense qu'il faut que nos autorités sportives essayent de régler ça au plus vite que possible. Représentant direct du gouvernement, le ministère des Sports se dit attentif aux cris de cœur du public sportif guinéen. Ce qui est important, c'est la volonté politique. Elle est valablement exprimée à travers un conseil de ministres où il a été dit à l'État de rénover le stade et à l'ACGP de travailler pour sortir un coup. L'État, c'est quoi? C'est le ministère des Finances, le ministère du Budget, nous, ministère de la Jeunesse qui est maître d'ouvrage. On a 2 matchs encore qui restent. Il y a un match contre le Malawi, ça c'est en déplacement. Et on ne peut pas promettre, mais vraiment on est en train de mettre les bouchées doubles pour qu'on commence maintenant les travaux et que d'ici là, si on peut tenir le cap, on va informer le peuple de Guinée. Le manque d'infrastructures sportives est le talon d'Achille de toutes les disciplines sportives dans notre pays. Vu l'ampleur que ce vide cause au développement et à l'épanouissement de la jeunesse guinéenne, on ose espérer que les autorités de la transition, se caractérisant par le pragmatisme, feront de cette question sensible leur cheval de bataille pour inverser cette tendance. Et bientôt, centre de loisirs dans le quartier Kobaya, commune de Ratouma. La pose de la première pierre a eu lieu ce week-end. Cette plateforme d'épanouissement juvénile est financée par le comité de soutien au Sili national de Guinée. Gibril Camara, reportage. Ce terrain d'un hectare est le seul lieu de retrouvailles des jeunes sportifs de tout le quartier de Kobaya. Ici, depuis des années, en toute saison, les jeunes pratiquent le sport avec tous les risques liés à la pratique du football. Pour mettre ces jeunes amoureux du curon dans un environnement idéal, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le comité de soutien au Sili national et les autorités du quartier conjuguent les efforts pour doter le quartier d'un centre de loisirs avec toutes les commodités. Ce projet est financé par le comité de soutien au Sili national de Guinée à travers les fonds collectés lors de la CAN 2020-2021. C'est une première. Aujourd'hui, nous avons orienté le reliquat que nous avions dans nos caisses vers des actions comme celle-ci. Et aujourd'hui, nous avons choisi la construction de cette infrastructure. Je pense à la marailleuse, la vendeuse du poisson de Kamsa, qui a pris la moitié de sa caisse pour mettre dans la caisse du Sili national. Celle-là, aujourd'hui, en nous voyant à la télé, elle doit être fière. Parmi tous les défis qui se posent à la jeunesse de Kobaya, celui de l'aménagement de ce terrain occupait la première place. Déterminés à accompagner tous les projets d'épanouissement de la couche juvénile, les autorités de la jeunesse et des sports invitent le comité de soutien à penser aux autres quartiers et préfectures du pays. Il faut qu'on mette au moins 20% de ce que nous recevons de côté à la fin effectivement de la CAN. C'est vrai que cette fois-ci c'est Kobaya qui a été choisi, mais nous espérons évidemment qu'il y aura d'autres quartiers de Conakry, d'autres quartiers à l'intérieur du pays qui seront aussi accompagnés dans la même dynamique. Il faut reconnaître une chose, c'est que dès qu'on fait une route en Guinée, cette route est tout de suite occupée par les jeunes. Pouvoir s'amuser parce qu'on est dans une ville aujourd'hui où on a pensé à tout, sauf à mettre en place des espaces de loisirs pour permettre aux gens de pouvoir s'épanouir. Et notre rôle russe, c'est de rectifier ça. On est dans cette dynamique-là aujourd'hui avec l'impulse du colonel Mamadi Doumbouya qui nous demande effectivement de mettre en place des outils pour la jeunesse, de permettre à la jeunesse de s'épanouir. Selon le plan et la maquette de ce centre de loisirs, il sera construit un terrain de football, de basketball, de handball, de maracana et autres espaces de jeu avec des éclairages publics. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. De mon côté, la joie fut immense de vous servir ce week-end. On se dit à très vite sur la RTG si le propriétaire des temps et des circonstances le veut bien. Prenez soin de vous. Au revoir.